Thomas Walker avait cherché pendant des mois, épluchant d'innombrables annonces immobilières et visitant des maisons qui ne lui semblaient jamais vraiment convenir. Puis, niché aux abords d'Asheville, en Caroline du Nord, il l'avait trouvée, une demeure majestueuse et historique, qui semblait lui chuchoter des promesses de soirées paisibles et d'un avenir longtemps imaginé, mais jamais construit. La transaction avait été rapide, presque trop rapide, au point de paraître suspecte. Mais Tom avait balayé cette idée. Pour lui, sortir sur la grande véranda et sentir la brise des montagnes suffisait. C'était la maison dont il avait rêvé. Il déposa un sac de provisions dans la vaste cuisine et les posa sur les plans de travail, en granit poli, qui étincelaient sous la douce lumière de l'après-midi. La maison exhalait une odeur subtile de cire et de vieux livres, comme si ses anciens propriétaires étaient mêlés partis précipitamment, tout en prenant soin de laisser chaque chose en ordre. Tom se servit un verre de vin, savourant le son du liquide qui emplissait le verre, puis il le leva doucement dans la pièce vide. « À ma nouvelle maison, murmura-t-il avant de prendre une première gorgée. Le tintement du verre contre le comptoir résonna faiblement, accentuant le silence qui régnait. C'était le genre de silence que Tom avait toujours désiré, calme, continu, ininterrompu. Mais à peine avait-il porté à sa bouche la première bouchée de son dîner qu'il se figea. Sa fourchette resta suspendue en l'air. Des pas, faibles mais indéniables, venant de l'étage. Il pensa d'abord au bois qui craquait, ou peut-être au vent qui s'infiltrait dans la vieille structure. Puis un autre bruit se fit entendre, le grincement mesuré d'un plancher. Tom posa sa fourchette avec précaution, le cœur battant plus fort à chaque seconde. Il était censé être seul. L'agent immobilier lui avait assuré que la maison était vide, que les anciens propriétaires avaient déjà déménagé à l'étranger. Pourtant, il y avait bel et bien quelqu'un, ou quelque chose, à l'étage. Instinctivement, il saisit son téléphone et se dirigea vers l'escalier, chaque pas pesant, l'oreille tendue. L'air semblait s'épaissir à mesure qu'il montait. Il entendait trop fort le son de sa propre respiration. En haut, le couloir s'étirait, sombre et silencieux. Pourtant, une porte était entrebâillée. Une lueur filtrait par l'ouverture. Tom tendit la main, hésita, puis poussa doucement. Sur le lit, à moitié assise contre les oreillers, se trouvait une femme. Ses cheveux noirs et emmêlés retombaient en désordre sur ses épaules, et elle les effleurait faiblement de ses doigts tremblants. Sa peau était pâle, presque translucide. Des cernes profonds marquèrent son regard. Elle paraissait fragile, comme si le moindre mouvement risquait de la briser. Quand elle le remarqua enfin, elle sursauta, ses grands yeux fiévreux accrochés aux siens. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix brisée par la panique, en serrant plus fort la couverture autour d'elle. « Que faites-vous chez moi? C'est ma chambre. Mon mari sera de retour d'une minute à l'autre. » Tom en eut le souffle coupé. « Votre maison » répéta-t-il, reculant d'un pas, les mains levées, confus. « Je suis désolé, madame, mais c'est ma maison. Je l'ai achetée. L'acte est à mon nom, l'agent immobilier. »« Tu mens » s'écria-t-elle, la voix tremblante, mi-furieuse, mi-désespérée. « Robert et moi vivons ici depuis des années. Il est parti travailler, mais il reviendra. Tu dois partir immédiatement. » Tom resta figé, l'observant, chaque détail de son apparence, sa silhouette décharnée, ses joues creuses, la manière dont elle grimaçait comme si chaque respiration lui arrachait une douleur, tout évoquait la maladie. Soudain, il comprit. Elle n'était pas une intruse. Elle était malade. Mais alors, pourquoi personne ne lui avait rien dit? « Je ne comprends pas, » murmura Tom d'une voix adoucie. « J'ai signé les papiers il y a 2 semaines. Robert Mitchell, l'homme qui m'a vendu cette maison, il ne m'a jamais parlé de vous. Il a dit qu'il partait à l'étranger. » Elle secoua violemment la tête, l'incrédulité se peignant sur son visage. « Ce n'est pas vrai, Robert est au travail. Il me l'a promis, il a promis de prendre soin de moi. » Ses mots se heurtaient les uns aux autres. Sa respiration devenait haletante, presque désespérée. Elle porta une main à sa tempe, comme si la douleur dans sa tête venait soudain de devenir insupportable. « Tu as tort, tu mens, il ne ferait jamais ça. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, son corps se relâcha.
Ses yeux se révulsèrent et elle s'affaissa contre les oreillers, inconsciente. Le pouls de Tom s'emballa sous l'effet de la terreur. Oh mon Dieu! Il se précipita à son chevet, cherchant à tâtons le pouls sur son poignet fragile. Il était là, faible, irrégulier, mais présent. Il jura entre ses dents en tirant son téléphone de sa poche. Ça va aller. Tiens bon, murmura-t-il, la voix tremblante. Il composa le numéro des urgences et donna l'adresse avec une précision méticuleuse, chaque mot pesant davantage que le précédent. Lorsque l'opératrice confirma l'arrivée d'une équipe médicale, Tom laissa retomber le téléphone sur la table de nuit et s'assit lourdement au bord du lit, partagé entre la peur et l'indignation. Comment une telle situation avait-elle pu se produire? Comment l'homme qui lui avait vendu cette maison avait-il pu taire l'existence de sa femme, toujours présente entre ses murs? Malade, abandonnée, livrée à elle-même. Tom jeta un coup d'œil à la femme. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière superficielle. Malgré les traits tirés par la douleur, son visage conservait une beauté délicate et, au-delà de la fragilité, une certaine dignité. Au loin, le son des sirènes fendait la nuit. Tom se frotta le front, bouleversé. L'achat de cette maison devait marquer le début d'un nouveau chapitre de sa vie. À la place, il s'était retrouvé projeté dans une histoire dont il ne comprenait encore rien, une histoire plus sombre, plus lourde et infiniment plus complexe qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et à cet instant, en contemplant la femme inconsciente qui se faisait appeler Anna Mitchell, Tom comprit une vérité essentielle. Cette maison cachait des secrets laissés par un homme disparu et une femme qui n'aurait jamais dû dépérir entre ses murs. Bien avant que Thomas Walker ne franchisse le seuil de cette demeure d'Asheville, Anna Mitchell avait déjà vécu un chagrin profond, une douleur gravée dans toute son existence. Elle n'avait que 18 ans lorsque les premières fissures apparurent dans son univers, le jour même où elle aurait dû célébrer une fête. Sa mère avait décoré le petit salon de ballon. Un modeste gâteau attendait sur la table. Anna avait cru que ce serait un anniversaire parfait, le genre de journée où sa mère rayonnerait de fierté et lui rappellerait combien son avenir semblait radieux. Mais à mesure que la soirée avançait, la joie s'étiola. Sa mère, debout, les mains jointes et l'air mal à l'aise, s'éclaircit la gorge avant d'avouer qu'elle avait rencontré un autre homme, plus âgé, venu d'ailleurs, quelqu'un qui lui promettait un bonheur qu'elle prétendait n'avoir jamais connu. Elle partait avec lui. Ce soir-là, Anna avait fixé sa mère avec incrédulité, les bougies vacillant entre elles sur le gâteau. « Et moi » avait-elle murmuré, la voix brisée par le désespoir. « Tu es grande maintenant, Anna » répondit sa mère en fuyant le regard embué de larmes de sa fille. « Tout ira bien, tu fais tes études, tu construiras ta vie. » Et sur ces mots, elle était partie. Anna souffla seule les bougies, le goût du sucre laissant une amertume insupportable dans sa bouche. Dès lors, la solitude devint une compagne familière. Pourtant, elle persista. Elle excella dans ses études et obtint une bourse pour une université d'État. Les salles de classe et la bibliothèque devinrent son refuge, l'endroit où elle pouvait enfouir sa douleur dans les manuels et les devoirs. Elle occupa des emplois à temps partiel pour compenser ce que la bourse ne couvrait pas, survivant à force de café et de détermination. C'est durant ces années qu'elle rencontra Robert Mitchell. Robert était plus âgé, déjà installé dans la vie, et possédait l'assurance d'un homme qui semblait tenir le monde entre ses mains. Il dirigeait une petite entreprise de logistique en pleine expansion, spécialisée dans le transport de marchandises à travers le Sud-Est. Anna le remarqua pour la première fois lorsqu'il donna une conférence dans l'un de ses cours de commerce. Son costume sur mesure et son langage suave tranchaient avec l'attitude dissipée des étudiants présents dans l'auditoire. Lorsqu'il vint lui parler par la suite, lui posant des questions attentives sur ses ambitions, elle se sentit perçue comme elle ne l'avait plus été depuis des années. Leur romance fut rapide, tourbillonnante, dîner dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir, escapades en voiture dans des véhicules élégants, bouquets de roses parfumant sa chambre universitaire comme une boutique de fleuriste. Robert avait le don de lui faire croire qu'elle était unique, qu'il l'avait choisie parmi toutes les femmes qu'il aurait pu avoir. Et pour une jeune fille,
Encore meurtri par l'abandon de sa mère, cette attention avait valeur de salut. Lorsqu'Anna obtint son diplôme, Robert la demanda en mariage. La cérémonie fut élégante, financée en grande partie par ses revenus. Même sa mère reparut, cette fois au bras de son nouveau mari, souriant comme si de rien n'était. Elle remit à Anna un chèque généreux en guise de cadeau de mariage, insistant sur le fait qu'il devait aider le jeune couple à démarrer leur vie commune. Anna l'accepta avec un sourire crispé, tentant d'ignorer la douleur qui lui étreignait la poitrine. L'espace d'un instant, elle se permit de croire que cette nouvelle vie guérirait les anciennes cicatrices. Et, au début, ce fut le cas. Robert se montrait attentionné, veillant à ce qu'Anna se sente chérie. Il parlait de fonder une famille, de voyager ensemble, d'un avenir lumineux où rien ne lui manquerait. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, cette chaleur s'éteignit. Cela commença par de petits commentaires, des suggestions qu'elle n'avait pas besoin de chercher du travail, que ses revenus à lui suffisaient largement. Pourquoi se battre pour un emploi quand tu peux simplement t'occuper de notre maison, disait-il en souriant. Au début, Anna résistait. Elle rêvait d'une carrière indépendante. Mais le ton de Robert se durcissait à chaque discussion, et bientôt les suggestions devinrent des exigences. Au bout d'un an, elle avait renoncé à ses ambitions. Son quotidien se résumait à garder la maison impeccable et à s'assurer que le dîner soit prêt lorsqu'il rentrait. Les murs devinrent son univers, tandis que Robert s'épanouissait dans le sien, elle se rétrécissait dans le sien. Puis vint la maladie. D'abord des maux de tête, une fatigue qu'elle imputait au stress, mais les crises devinrent plus fréquentes, plus invalidantes. Un matin, après s'être effondré dans la cuisine, Robert insista pour qu'elle voie un médecin. Le diagnostic fut sombre, nécessitant un traitement à la fois agressif et extrêmement coûteux. Robert était là au début, il l'accompagnait au rendez-vous, lui promettait qu'ils surmonteraient cette épreuve ensemble. Il réglait les factures et affirmait que son entreprise se portait assez bien pour absorber les dépenses. Pendant un temps, Anna le crut. Elle crut en eux. Mais au fil des mois, puis des années, le poids de la maladie devint insupportable pour Robert. Ses visites à l'hôpital s'espacèrent, sa patience s'éroda. Là où il lui caressait autrefois les cheveux en lui murmurant des encouragements, il soupirait désormais bruyamment devant sa faiblesse. « Tu n'essaies le même plus », lança-t-il un soir où elle était trop épuisée pour terminer le dîner. Le corps d'Anna la trahissait, tout comme son mari. La maison, qui lui avait autrefois semblé un sanctuaire, devint une cage. La tension s'infiltrait dans chaque recoin, l'écrasait jusqu'à l'étouffer. Sa douleur la plus vive n'était pas celle de la maladie, mais la lente prise de conscience que l'homme en qui elle avait placé sa confiance, celui qui avait un jour semblé être son sauveur, s'éloignait inexorablement. La chaleur avait laissé place au froid, les promesses au silence. Et même si Anna s'accrochait encore à l'espoir que Robert redevienne l'homme qu'elle avait aimé, une ombre planait déjà sur leur mariage, une ombre prête à révéler l'ampleur de sa trahison. À mesure que la maladie d'Anna s'éternisait, la tension au sein du foyer Mitchell s'exacerbait. Robert, autrefois mari attentif qui veillait à ses soins nocturnes et parlait avec douceur de sa convalescence, était las. Le bruit de sa respiration laborieuse, l'accumulation des factures médicales, l'absence de la femme dynamique qu'il avait épousée, tout cela l'écrasait. Il commença à travailler plus tard, mais Anna soupçonnait que son retard n'avait rien à voir avec le travail. Le whisky devint son compagnon fidèle. Chaque soir, il rentrait à la maison imprégné d'alcool, la parole pâteuse, la patience épuisée. « Tu ne comprends pas ce que ça me fait !» s'écria-t-il un soir, les yeux injectés de sang, quand Anna osa lui demander pourquoi il empestait le bar. Elle porta une main à sa tempe, comme si la douleur dans sa tête venait soudain de devenir insupportable. « Tu as tort, tu mens, il ne ferait jamais ça. » Mais avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, son corps se relâcha. Ses yeux se révulsèrent et elle s'affaissa contre les oreillers, inconsciente. Le cœur de Tom s'emballa sous l'effet de la terreur. Oh mon Dieu! Il se précipita à son chevet, cherchant à tâtons le pouls sur son poignet fragile. Il était là, faible, irrégulier, mais présent. Il jura entre ses dents en sortant son téléphone. « Ça va aller. Tiens bon », murmura-t-il, la voix tremblante.
Il composa le numéro des urgences et dicta l'adresse avec une précision implacable, chaque mot lui paraissant plus lourd que le précédent. Quand l'opératrice confirma l'envoi d'une équipe médicale, Tom laissa retomber le téléphone sur la table de nuit et s'assit lourdement au bord du lit, partagé entre l'effroi et l'indignation. Comment une telle situation était-elle possible? Comment l'homme qui lui avait vendu cette maison avait-il pu taire l'existence de sa femme, toujours là, malade, abandonnée, livrée à elle-même? Tom jeta un regard à la femme. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Malgré les traits marqués par la douleur, son visage conservait une délicatesse et, au-delà de la fragilité, une dignité intacte. Au loin, le son des sirènes fendait la nuit. Tom se frotta le front, bouleversé. L'achat de cette maison devait être le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Au lieu de cela, il s'était retrouvé projeté dans une histoire qu'il ne comprenait pas encore, une histoire déjà plus sombre, plus lourde et infiniment plus complexe que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et à cet instant, en contemplant la femme inconsciente qui se faisait appeler Anna Mitchell, Tom comprit une vérité essentielle. Cette maison recelait des secrets. Des secrets laissés par un homme disparu et une femme qui n'aurait jamais dû dépérir ici. Bien avant que Thomas Walker ne franchisse le seuil de cette demeure d'Asheville, Anna Mitchell avait déjà porté un chagrin profond, une douleur gravée dans toute son existence. Elle n'avait que 18 ans lorsque les premières fissures lézardèrent dans son univers, le jour même où elle aurait dû fêter un anniversaire. Sa mère avait décoré le petit salon de ballon, un modeste gâteau attendait sur la table. Anna croyait vivre l'anniversaire parfait, celui où sa mère rayonnerait de fierté et lui rappellerait combien son avenir semblait prometteur. Mais au fil des heures, la joie se dissipa. Sa mère, debout, les mains jointes, mal à l'aise, s'éclaircit la gorge avant d'avouer qu'elle avait rencontré un autre homme. Plus âgé, venu d'ailleurs, il lui promettait un bonheur qu'elle affirmait n'avoir jamais connu. Elle partait avec lui. Ce soir-là, Anna fixa sa mère avec incrédulité, les bougies vacillant entre elles sur le gâteau. « Et moi » demanda-t-elle, la voix brisée par le désespoir. « Tu es grande maintenant, Anna » répondit sa mère en fuyant le regard embué de larmes de sa fille. « Tout ira bien. Tu fais tes études. Tu construiras ta vie. » Et sur ces mots, elle était partie. Anna souffla seule les bougies, le goût du sucre laissant dans sa bouche une amertume insupportable. Dès lors, la solitude devint une compagne familière. Pourtant, elle persista. Elle excella dans ses études et obtint une bourse pour une université d'État. Les salles de classe et la bibliothèque devinrent son refuge, l'endroit où elle enfouissait sa douleur dans les manuels et les devoirs. Elle enchaîna des emplois, à temps partiel, pour combler ce que la bourse ne couvrait pas, survivant à force de café et de détermination. C'est durant ces années qu'elle rencontra Robert Mitchell. Robert, plus âgé, déjà installé dans la vie, possédait l'assurance de ceux qui tiennent le monde entre leurs mains. Il dirigeait une petite entreprise de logistique en plein essor, spécialisée dans le transport de marchandises à travers le Sud-Est. Anna le remarqua pour la première fois lorsqu'il donna une conférence dans l'un de ses cours de commerce. Son costume sur mesure et son langage suave tranchaient avec l'agitation des étudiants dissipés. Quand il vint lui parler par la suite, posant des questions attentives sur ses ambitions, elle se sentit enfin perçue comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Leur romance fut rapide, tourbillonnante, dîner dans des restaurants qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir, escapades en voitures élégantes, bouquets de roses emplissant sa chambre universitaire d'un parfum de fleuriste. Il parcourut une nouvelle fois les documents de vente jusqu'à trouver les coordonnées de Robert. Sa main se crispa sur le téléphone lorsqu'il appuya sur la touche d'appel. La sonnerie ne retentit qu'une seule fois avant qu'une voix douce et distante ne réponde. Robert Mitchell. Tom ne prit pas la peine des politesses. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai emménagé dans la maison que je vous ai achetée et votre femme est toujours là. Elle est malade, elle tient à peine debout. Vous pensiez pouvoir taire son existence ?» Un instant de silence. Puis, Robert eut un petit rire amer. « Ah, tu as donc rencontré Anna? Elle a failli mourir devant moi. Elle croit encore que tu es au travail, que tu vas revenir la chercher.
Quel genre d'homme abandonne ainsi sa femme? La voix de Robert se durcit. Considère-la comme une partie du marché. De toute façon, elle ne vivra pas longtemps. Tu as une maison, et bientôt tu l'auras libre. Fais d'elle ce que tu veux en attendant. Tom serra les dents. Tu t'entends parler? C'est ta femme? Non, répondit Robert d'un ton glacial. C'est un fardeau. Je l'ai porté assez longtemps. Maintenant, elle est à toi. La ligne fut coupée avant que Tom puisse répliquer. Il abaissa lentement le téléphone, le ventre noué par la cruauté de ses mots. Considère-la comme une partie du marché, comme si Anna n'était rien de plus qu'un meuble laissé à l'abandon lors de la vente. De longues minutes, Tom resta figé, le regard perdu dans l'ombre de la pièce, submergé par une vague d'incrédulité et de colère. On l'avait trompé, manipulé pour acheter une maison qui cachait une femme condamnée, abandonnée à la mort. Et pourtant, lorsqu'il pensait à Anna, à la fragilité avec laquelle elle avait tenté de revendiquer la maison, à l'espoir fragile dans sa voix lorsqu'elle parlait du retour de Robert, sa fureur s'adoucit en quelque chose de plus lourd, de la pitié, de la compassion. Le lendemain matin, déterminé à découvrir la vérité, Tom conduisit Anna à l'hôpital. Elle résista d'abord, répétant que Robert s'occuperait de tout. Mais son corps, trop faible, céda, et elle se laissa guider dans les couloirs stériles de l'hôpital Mission d'Asheville. Les médecins firent des examens, chuchotèrent entre eux, puis rendirent leur verdict. Anna devait être opérée au plus vite. Sans cela, son état se détériorerait rapidement. Avec l'opération, il y avait un espoir, mais le coût était exorbitant. 6 chiffres au minimum. Des centaines de milliers de dollars qu'Anna n'avait pas. Tom posa la question évidente. Et son mari? N'a-t-il pas déjà pris en charge ses soins? Le médecin eut l'air sombre. Son assurance a été résiliée depuis des mois. Aucun paiement n'a été effectué. Nous avons contacté Robert Mitchell à plusieurs reprises. Il n'a jamais répondu. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. Non, ce n'est pas possible. Il m'a promis qu'il s'en occuperait. Elle se tourna vers Tom, lui serrant la main avec une force désespérée. Il doit être occupé, il reviendra, il l'a toujours dit. Sa voix se brisa, incapable de terminer. Tom déglutit, incapable de prononcer la vérité. Robert l'avait abandonné, s'était envolé avec une maîtresse et les poches pleines après avoir vendu son toit. Mais lui arracher cet espoir lui paraissait encore plus cruel. Sur le chemin du retour, Anna appuya sa tête contre la vitre, suivant du regard le flou des arbres et des montagnes. Elle murmura le nom de Robert comme une incantation. Tom agrippa le volant, la poitrine serrée par la frustration. Il ne devait rien à Anna. Juridiquement, elle était une étrangère. La maison lui appartenait. La trahison de Robert n'était pas son combat. Et pourtant, il ne pouvait ignorer ce poids. Il pensait à son corps fragile, à ses respirations saccadées, à la façon dont elle s'était effondrée dans ses bras. Il pensait aux paroles glaciales de Robert. Elle ne vivra pas longtemps, de toute façon. De retour à la maison, Tom l'aida à monter les escaliers et la remit au lit. Il resta un moment sur le seuil, écartelé entre raison et conscience. Il pouvait s'éloigner, garder ses distances et laisser le destin suivre son cours. Ou bien s'engager dans un combat qui n'était pas le sien, portant un fardeau qu'il n'avait jamais choisi. Tandis qu'Anna sombrait dans un sommeil agité, Tom demeura là, immobile, en proie au dilemme. Allait-il la laisser mourir dans l'ombre de la trahison, ou deviendrait-il l'improbable bouée de sauvetage qui lui avait été refusée? La question pesait lourdement dans la chambre, sans réponse mais pressante, tandis que le vent d'hiver claquait contre les fenêtres de cette maison désormais scellée à leur vie. Pendant 2 nuits, Tom resta éveillé dans sa nouvelle chambre, le silence n'étant troublé que par la toux faible d'Anna à l'étage. Chaque fois qu'il l'entendait remuer, il repensait aux paroles de Robert. Considère-la comme une partie du marché. La cruauté de cette phrase lui brûlait la conscience. Il avait essayé de se convaincre qu'il n'était pas responsable. Il n'était pas son mari. Il n'avait pas prononcé de vœux. Il n'était qu'un homme qui avait acheté une maison. Mais il connaissait la vérité. Sans opération, Anna mourait. Au 3e matin, Tom se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur le dossier d'hypothèque. L'estomac noué, il appela son banquier. « Je dois refinancer, dit-il d'une voix basse mais ferme.
Oui, immédiatement, j'ai besoin de liquidités. À la fin de la semaine, la maison qu'il venait d'acheter était de nouveau hypothéquée. L'argent qui devait garantir son nouvel avenir servait désormais à sauver une inconnue. Quand Tom arriva au chevet d'Anna pour lui annoncer la nouvelle, elle le regarda, incrédule. Tu ne peux pas, murmura-t-elle d'une voix brisée. C'est trop. Robert reviendra. Il l'a promis. Tom secoua doucement la tête, le regard fixe. Il ne reviendra pas, Anna. Mais tu n'es pas seule. Plus maintenant. Elle détourna le visage, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Le lendemain, Tom signa les papiers de l'hôpital. Il s'assit à côté d'Anna, tandis que les infirmières la préparaient pour l'opération, lui serrant la main alors que la peur obscurcissait son regard. Tu vas t'en sortir, lui dit-il doucement. Tu es plus forte que tu ne le crois. Les heures s'écoulèrent, Tom arpentant la salle d'attente, les poings serrés. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il scrutait le visage du chirurgien, avide d'une réponse. Enfin, le docteur Lee émergea, ôtant ses gants. L'intervention s'est bien déroulée, annonça-t-il. Tom fut si soulagé que ses genoux faillirent de fléchir. Lorsque Anna rouvrit les yeux 2 jours plus tard, ce fut le visage de Tom qu'elle vit en premier. Elle cligna des paupières, les lèvres sèches et gercées. « Pourquoi » demanda-t-elle faiblement. « Pourquoi fais-tu ça pour moi » Il se pencha vers elle, la voix douce mais ferme. « Parce que tu mérites de vivre. » Dans les semaines suivantes, les forces d'Anna commencèrent à revenir, lentement mais sûrement. Chaque matin, Tom se présentait à l'hôpital avec du café pour lui et du thé pour elle. Il découvrit qu'elle aimait ses œufs brouillés, qu'elle préférait les stores entr'ouverts pour laisser passer la lumière, et que la musique classique apaisait ses nuits. C'est dans ces routines silencieuses que quelque chose bascula. Un matin, alors qu'il entrait avec un plateau de petit déjeuner, elle lui adressa un vrai sourire, faible mais sincère. Tom s'arrêta net, réalisant seulement à cet instant combien il avait désiré voir ce sourire. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle doucement en désignant les œufs d'un signe de tête. « Je le voulais, répondit simplement Tom. Les jours se changèrent en semaines. Anna rit pour la première fois lorsqu'il renversa maladroitement un verre d'eau, jurant à voix basse en s'empressant de nettoyer. Elle le taquinait avec tendresse, et le son de son rire ressemblait à un rayon de soleil perçant après de longues années d'orage. Pourtant, sous ce bonheur fragile persistaient des ombres. La nuit, lorsque Tom restait assis près de son lit, il l'entendait parfois murmurer le nom de Robert. Elle s'accrochait encore aux fragments d'une vie perdue, comme si les lâcher revenaient à détruire la force qu'elle venait tout juste de retrouver. Un soir, tandis que les dernières lueurs du jour dessinaient les montagnes Blue Ridge par la fenêtre, Anna parla d'une voix tremblante. « Je ne comprends pas. Comment a-t-il pu partir ainsi? Nous avons construit une vie ensemble. Je lui faisais confiance. » Tom resta silencieux. Il ne pouvait ni effacer la trahison, ni justifier la cruauté de Robert. Alors, simplement, il lui prit la main. « Parfois, les gens nous montrent leur véritable visage quand la vie devient difficile, murmura-t-il. Mais cela ne signifie pas que tu ne mérites pas mieux. » Anna lui serra la main en retour, les yeux brillants. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était quelque chose, une étincelle de confiance, un lien fragile qui se formait au milieu des fissures. Quand les médecins la déclarèrent enfin suffisamment rétablie pour quitter l'hôpital, Anna n'était plus la femme que Tom avait trouvée effondrée dans la chambre de l'étage. Elle était encore maigre, toujours convalescente, mais ses joues avaient repris des couleurs et son sourire, rare mais sincère, trahissait une force nouvelle. Alors que Tom la poussait en fauteuil roulant vers les portes de l'hôpital et que l'air pur d'Asheville la caressait, elle se tourna vers lui avec gravité. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas à le faire, répondit-il doucement. Vis, simplement. » Et à cet instant, debout dans la lumière déclinante du jour, il était évident que leurs vies s'étaient entrelacées d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Tom avait sauvé son corps, mais peu à peu, il commençait aussi à sauver son cœur. Lorsqu'Anna fut assez forte pour rentrer, Tom la ramena chez elle. Non pas dans la maison froide et vide que Robert avait abandonnée, mais dans ce lieu désormais habité d'un souffle nouveau. Pour la première fois depuis des mois,
Anna franchit le seuil sans craindre la solitude. Tom était là, stable et présent, et sa discrète bienveillance adoucissait le silence des pièces. Sa convalescence avançait lentement, mais Tom transforma la maison en sanctuaire. La cuisine, jadis emplie des reproches de Robert, embaumait désormais le pain chaud et le poulet rôti. Chaque soir, Tom dressait la table, insistant pour qu'Anna s'installe et se repose pendant qu'il préparait le repas. Au début, elle protesta, déconcertée par tant de douceur. Mais un soir, lorsqu'il posa un bol de soupe devant elle et s'assit en face, un sourire aux lèvres, elle réalisa à quel point il s'était écoulé longtemps depuis qu'elle s'était sentie en sécurité chez elle. Les conversations fleurirent autour de ces repas. Ils parlaient non de musique, de souvenirs d'enfance, de rêves jamais confiés à personne. Tom avoua avoir toujours rêvé de fonder une famille, sans jamais trouver la personne idéale. Anna confessa combien la peinture lui manquait et comment la maladie lui avait volé son inspiration. Et au fil de ces longues conversations tranquilles, ils commencèrent à tisser un lien fragile, mais bien réel. Un soir, alors que la pluie d'automne battait les vitres, Tom mit en marche un vieux tourne-disque trouvé au grenier. Un doux jazz emplit la pièce. Il lui tendit la main. « Danse avec moi ». Anna rit nerveusement en secouant la tête. « Je ne peux pas, je vais tomber. »« Alors je te rattraperai, » répondit-il simplement. Elle se laissa guider, son bras entourait fermement sa taille, ses pas étaient le patient. Ils traversèrent lentement le salon, sa joue frôlant son épaule, enveloppée par la musique. L'espace d'un instant, Anna oublia sa fragilité et les années de solitude. Elle n'était plus qu'une femme, se balançant dans les bras d'un homme qui la voyait, pas sa maladie, ni son passé, mais elle. À la fin de la chanson, Tom ne la lâcha pas immédiatement. Il la regarda et dit d'une voix douce mais assurée : « Anna, j'ai quelque chose à te dire. » Son cœur s'emballa. « Je n'avais pas prévu cela, » poursuivit-il. « Mais entre les visites à l'hôpital, les tartines brûlées et ton sourire, quand tu as enfin ri de nouveau, je suis tombé amoureux de toi. » Anna eut le souffle coupé. Une multitude d'émotions se bousculèrent. Gratitude, peur, désir, culpabilité. Tom, je ne sais pas si j'y arriverai. Mon mariage, mes vœux, même après tout ce qu'il a fait, une partie de moi s'y sent encore enchaînée. Le regard de Tom resta ferme. Tu ne lui dois pas ta vie, Anna. Tu es toujours là, et tu mérites mieux que d'attendre quelqu'un qui ne reviendra pas. Ses résistances s'effondrèrent face à la vérité de ses paroles. Elle luttait contre l'idée d'aimer à nouveau, craignant de trahir sa loyauté, de nier son passé. Mais en plongeant dans les yeux de Tom, elle comprit une chose qu'elle avait longtemps refusée. Robert avait déjà brisé ses vœux en vendant le sol sous ses pieds. Le lendemain matin, Anna appela son avocat. Les papiers de divorce, déjà signés par Robert lors de la vente de la maison, n'attendaient plus que sa signature. Les mains tremblantes, elle apposa son nom. L'encre signifiait non seulement la fin d'un mariage, mais aussi la fin d'une captivité. Quand elle posa la plume, elle expira profondément, comme libérée d'années de souffrance. Tom l'attendait dans la cuisine, 2 tasses de café fumées sur le comptoir. Elle lui tendit les papiers, la voix tremblante mais assurée. « C'est fini. » Il sourit doucement et la serra dans ses bras. Puis ce fut le début. À partir de ce jour, leurs vies s'entremêlèrent plus ouvertement. Ils partageaient leur routine, leur rire et le réconfort tranquille de la compagnie. La présence de Tom transformait chaque instant banal, arroser les plantes, plier le linge, siroter du thé, en moments de tendresse. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. La mère d'Anna rentrait aux États-Unis après des années passées à l'étranger avec son nouveau mari. Cette pensée serra son cœur. Le souvenir de son départ, le jour de ses 18 ans, la blessait encore. Pourtant, le jour venu, elle se tint sur le porche aux côtés de Tom lorsqu'une voiture s'arrêta dans l'allée. Sa mère en descendit, plus âgée, les cheveux désormais grisonnants. Elle hésita, puis accourut, les larmes aux yeux. « Anna !» Elle la serra fort. « Je n'aurais jamais cru te revoir ainsi. Tu es vivante, tu es heureuse. » Anna la serra à son tour, la vieille blessure toujours présente mais adoucie par le temps. « Je le suis, » dit-elle simplement,
en jetant un regard à Tom qui se tenait près d'elle, empli d'une discrète fierté. Sa mère les observa, la compréhension se dessinant dans son regard. Il est bon pour toi, dit-elle doucement. Je le vois. Pour la première fois depuis des années, Anna ressentit une paix fragile mais réelle. Elle avait été abandonnée, trahie, presque détruite. Mais là, avec le bras de Tom autour d'elle et la bénédiction de sa mère à l'oreille, elle comprit que des cendres de tout ce qu'elle avait perdu, quelque chose de nouveau, de beau, était né. Robert Mitchell avait autrefois incarné le succès, costume impeccable, entreprise florissante de logistique, réputation d'un homme capable de dominer chaque salle où il entrait. Mais lorsqu'il monta dans un avion à destination de l'Italie, chargé d'une brume cristalline, ce n'était pas l'ambition, mais l'évasion qui le guidait. À Florence, ils louèrent un somptueux appartement au plafond haut, avec des balcons ouvrant sur des rues pavées. Robert s'émerveillait d'une vie si éloignée des couloirs d'hôpital et des factures médicales. Cristal le traînait de boutique en boutique, l'incitant à acheter vêtements de créateurs, montres et bijoux. Tu peux te le permettre, ronronnait-elle en caressant son bras. Pourquoi ne pas en profiter? Et pendant un temps, Robert céda. Ils dînèrent dans des restaurants étoilés, burent d'un lot du champagne plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et participèrent à des fêtes saturées de rires et d'excès. Il se persuadait qu'il méritait cette nouvelle vie, qu'après des années à porter le poids de la maladie d'Anna, il avait gagné sa liberté. Mais l'argent, aussi abondant soit-il, disparaît vite lorsqu'il est gaspillé. En quelques mois, les fonds issus de la vente de la maison commencèrent à s'amenuiser. Les factures s'accumulaient, les créanciers appelaient. Robert les ignora d'abord, persuadé que d'autres revenus viendraient. Mais rien ne vint. L'entreprise qu'il avait laissée en Caroline du Nord dépérissait sans sa surveillance. Des contrats furent rompus, des employés démissionnèrent. Les revenus se tarirent. Cristal le remarqua bien avant qu'il n'accepte de l'admettre. Elle fronça les sourcils en le voyant hésiter devant une facture, ses yeux verts se plissant. « Tu disais que tu avais de l'argent, lança-t-elle un soir en brisant son verre de vin sur le sol de marbre. Je n'ai pas signé pour être ruiné. Robert tenta de la rassurer, lui promettant que tout s'arrangerait, qu'il avait simplement besoin de temps pour reconstruire ailleurs. Mais Cristal n'avait jamais été patiente. Bientôt, ses appels chuchotés résonnèrent dans la pièce voisine, des messages qu'elle cachait. Puis, elle cessa de rentrer le soir. Le jour de son départ, Robert trouva l'appartement vidé de ses affaires, un parfum à peine perceptible, flottant encore dans l'air. Sur la table, une note soigneusement rédigée. « J'ai trouvé quelqu'un qui saura prendre soin de moi. Ne me cherche pas. » Robert apprit bientôt que ce « quelqu'un » était un riche homme d'affaires italien, capable d'offrir à Cristal la vie dont elle rêvait. Seul dans l'appartement, Robert contempla les placards vides et sentit les murs se refermer sur lui. Il tenta de l'appeler, sans succès. Il envoya des emails, la supplia de le voir, alla jusqu'à l'attendre devant l'hôtel où elle séjournait. Elle passa devant lui sans un regard, accrochée au bras d'un autre. Alors la réalité s'abattit. Il n'était plus l'homme d'affaires respecté, ni l'époux prestigieux. Il n'était plus rien. Son alcoolisme s'aggrava. Les jours se confondaient avec les nuits, passées dans des bars obscurs, un verre de whisky bon marché, à la main, marmonnant les injustices du monde. Les habitants cessèrent de lui adresser la parole, le voyant comme un étranger déchu, celui qui avait dilapidé sa fortune. Dans les heures calmes, quand l'alcool n'engourdissait plus assez, Robert pensait à Anna. Il se souvenait de sa voix douce, de la confiance pure dans ses yeux, confiance qu'il avait trahie. Il se souvenait des vœux prononcés, des promesses de la protéger dans la maladie comme dans la santé. Et surtout, il se souvenait du moment où il l'avait brisée, lui glissant un stylo dans la main tremblante pour la piéger et l'exproprier de son toit. La culpabilité le rongeait. Partout, il voyait son visage, dans les vitrines, dans les ombres de son appartement, jusque dans ses rêves. Elle apparaissait pâle, fragile, le regard rempli de douleur, lui demandant pourquoi il l'avait abandonnée. Il se réveillait haletant, trempé de sueur, cherchant une bouteille pour étouffer les voix. Mais aucune quantité d'alcool ne pouvait effacer la vérité. Il avait troqué une vie d'amour et de loyauté
contre un mirage, et dans cet échange, il s'était détruit lui-même. Les mois passèrent, ses économies s'évaporèrent, l'appartement fut repris par le propriétaire, il erra d'hôtel miteux en banc de parc. Le costume qu'il avait autrefois défini comme un homme de pouvoir n'était plus qu'un tissu usé et taché. Ceux qui jadis le saluaient avec respect changeaient désormais de trottoir pour l'éviter. Le soir, assis sous le ciel italien, il écoutait les rires lointains et se demandait comment il en était arrivé là. Il pensait à Anna. L'attendait-elle encore ou avait-elle déjà tourné la page? Il pensait à la vie qu'ils avaient ensemble construite et à celle qu'il avait gâchée. Chaque jour qui passait alourdissait cette vérité. Même s'il revenait, même s'il suppliait, il était trop tard. Robert Mitchell, autrefois l'homme qui possédait tout, n'était plus qu'un fantôme de sa propre création, hanté, vide, irrémédiablement seul. Pendant ce temps, l'hiver s'installait sur Asheville. Les montagnes Blue Ridge scintillaient sous une fine neige éclairée par les lampadaires. À l'intérieur de la maison des Walker, la chaleur du foyer rayonnait. Les rires résonnaient dans les pièces, des sons qu'on n'avait pas entendus depuis bien trop longtemps. C'était le réveillon du Nouvel An. Tom avait tout préparé, non seulement pour Anna, mais aussi pour deux invités venus de loin, sa mère et son nouveau mari. Anna avait d'abord été inquiète, incertaine de ce que représenterait la rencontre avec sa mère après tant d'années d'absence. Mais, au fil de la soirée, elle trouva le courage de mettre le passé de côté, au moins pour une nuit. Lorsque sa mère franchit le seuil, emmitouflée dans un manteau de laine, les yeux brillants d'émotion, Anna ressentit un soulagement inattendu. L'étreinte fut hésitante, maladroite même, mais lorsque sa mère murmura « Je suis si fière de toi », les années de distance semblèrent s'évaporer, juste assez pour laisser place à quelque chose de nouveau. Autour de la table, Tom avait préparé un festin. Poulet rôti, pain frais, légumes du marché achetés le matin même. La maison brillait à la lueur des bougies et l'air embaumait le romarin et l'ail. Pour Anna, c'était une scène qu'elle n'avait jamais cru revivre. Chaleur familiale, sentiment d'appartenance. Le mari de sa mère racontait leur voyage, tandis que Tom versait le vin avec aisance et animait la conversation. Anna, par moments, se taisait simplement, savourant chaque seconde, émerveillée par le bouleversement radical de sa vie. Pas si longtemps auparavant, allongée dans un lit d'hôpital, elle doutait de voir un autre jour. Désormais, elle était entourée d'amour. Plus tard, quand les assiettes furent débarrassées et qu'une douce musique monta en arrière-plan, Tom guida Anna vers le salon. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il fouilla dans sa poche. Anna retint son souffle quand il s'agenouilla devant elle, les yeux plongés dans les siens. « Anna, » dit-il d'une voix posée mais vibrante d'émotion, « je n'attendais rien de tout cela en achetant cette maison. Je croyais ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Mais tu es entrée dans la mienne et tout a changé. Tu m'as montré une résilience, une grâce et une force que je ne peux qu'admirer. » Il inspira profondément. « Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru possible. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur d'Anna bondit si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Des larmes lui montèrent aux yeux en contemplant l'homme qui l'avait portée dans ses heures les plus sombres, qui lui avait redonné non seulement la santé, mais aussi l'espoir. « Oui, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Oui, Tom. » La joie explosa dans la salle. Sa mère applaudit en pleurant, son mari leva son verre. Tom glissa l'anneau à son doigt, et tandis qu'Anna le contemplait, ses larmes se changèrent en rire. Pour la première fois depuis des années, l'avenir lui semblait radieux. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Robert Mitchell s'affalait dans une chambre miteuse, une bouteille à moitié vide à ses côtés. Les échos de rire et d'amour qui emplissaient désormais la vie d'Anna n'étaient pour lui qu'un souvenir lointain, noyé dans le regret. Crystal avait disparu, sa fortune aussi, et il ne lui restait que les fantômes de ses choix. Il pensait souvent à Anna, non pas avec amour, mais avec tourment, sachant qu'elle avait trouvé le bonheur sans lui, sachant qu'il avait détruit la seule chose de bon qu'il avait jamais eue. Le contraste était saisissant. Là où Robert était consumé par la solitude, Anna était entourée de chaleur et de famille. Là où il affrontait le vide glacial de sa trahison, elle se tenait au seuil d'un nouveau départ. Alors que l'horloge approchait de minuit, Tom et Anna sortirent sur le porche.
En contrebas, la ville vibrait, les gens se rassemblaient, les enfants emmitouflés riaient, les voisins s'embrassaient. Les premiers feux d'artifice embrasèrent le ciel au-dessus des montagnes, éclatant de couleurs vives. Anna posa sa tête contre l'épaule de Tom, la lueur des explosions se reflétant dans ses yeux. Je n'aurais jamais cru arriver jusqu'ici, pas comme ça. Tom l'enveloppa de son bras. Tu es là parce que tu t'es battue pour ça, Anna, et parce que tu mérites tout ce bonheur. Ils restèrent longtemps silencieux, à contempler le ciel illuminé. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle ne la définissait plus. La trahison de Robert l'avait presque détruite, mais elle avait ouvert la voie à quelque chose de plus grand, un amour sincère, une vie bâtie sur la confiance et la bonté. À l'intérieur, sa mère les observait par la fenêtre, les larmes coulant sur ses joues. Elle se tourna vers son mari et murmura. Elle a enfin trouvé sa place. Et à cet instant, tandis que les rires flottaient dans l'air glacé et que les feux d'artifice embrasaient le ciel, Anna Mitchell comprit la vérité. Parfois, la trahison marque la fin d'une vie, mais elle peut aussi en inaugurer une autre, plus belle, plus forte. Lorsque la dernière étincelle s'éteignit dans la nuit, Anna ferma les yeux, apaisée dans l'étreinte de Tom. La maison, jadis théâtre de son désespoir, symbolisait désormais le renouveau. Le chemin avait été douloureux, mais il l'avait menée ici, chez elle.